D'accord, je l'avoue. Ça ne me tentait pas trop de commencer ma rétrospective des films de Batman par celui de 1966. La façon dont je perçois l'univers de Batman et les personnages qui l'habitent est encore aujourd'hui, et sera sans doute pour toujours, fortement influencée par les films et la série des années 90. Ce qui fait que commencer par le film de 1966, c'est non seulement commencer par le film qui ressemble le moins à ce que je veux retrouver dans cet univers, c'est aussi reculer à une époque antérieure à ce qui correspond à mon introduction personnelle à cet univers. Pourtant, grâce aux rediffusions de la série des années 60 sur Canal D et au club vidéo où j'ai loué le film à plusieurs reprises, j'ai aussi été mis en contact très tôt avec cette version de Batman, et je pense qu'aujourd'hui les gens ont tendance à adopter une des deux positions suivantes par rapport à celle-ci. Soit ils l'apprécient en tant que parodie dont il faut se moquer, soit ils le détestent et considèrent qu'il s'agit d'une insulte. Or, même si le film de Batman sorti en 1966 ne correspond pas à mon introduction personnelle au personnage, force est d'admettre qu'il constitue bel et bien le tout premier long-métrage de Batman sorti au cinéma. Et peut-être qu'entre la parodie et l'insulte se cache une troisième voie. Ici, en vérité, on devait beaucoup plus à ce Batman qu'on ne l'admet généralement. Et que malgré le fait qu'il ressemble si peu au personnage qu'on aime aujourd'hui, c'est au contraire grâce à lui que Batman est devenu ce qu'il est devenu. Bienvenue à Frank Movie Talks, Frank c'est moi, et aujourd'hui je vais explorer le Batman de 1966. Batman apparaît pour la première fois dans les pages de Detective Comics en 1939 et il est adapté au cinéma à peine 4 ans plus tard sous la forme d'un film à épisodes. Dans cette première incarnation semi-cinématographique, Batman est un agent secret engagé par le gouvernement américain après l'attaque sur Pearl Harbor pour contrer les machinations du Dr. Daka. C'est donc dire que depuis ses tout débuts au cinéma, Batman est un personnage politisé. Il est adapté une deuxième fois en 1949 où il affronte le Wizard, mais en 1954 est publié Seduction of the Innocent, un livre qui falsifie plusieurs données pour essayer de prouver que les bandes dessinées encouragent la violence chez les jeunes. Panique au Sénat, les ventes de BD tombent en chute libre. Pour survivre, les éditeurs commencent à s'auto-censurer. C'est l'époque du Comics Code Authority. Exit la violence et l'horreur, l'homosexualité aussi. On ne peut plus critiquer les figures d'autorité et les personnages féminins doivent être des épouses soumises à leur mari. Résultat, Batman n'a plus le droit de combattre le crime. Mais de toute façon, le Joker est maintenant inoffensif et Catwoman cesse tout simplement d'exister. 10 ans plus tard, William Dozier accepte de produire une série télé sur Batman. Est-ce que le Comics Code Authority le dérange? Pas du tout. Comme beaucoup d'adultes à son époque, Dozier a peu d'estime pour les bandes dessinées, mais un courant artistique né en Grande-Bretagne dans les années 50 connaît maintenant un énorme succès aux États-Unis. Le pop art avance que même les ornements les plus vulgaires de la civilisation moderne peuvent être transformés en œuvres d'art. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il traduit littéralement le médium de la bande dessinée à l'écran. On se retrouve avec des décors et des costumes aux couleurs criardes, des onomatopées qui surgissent de nulle part et des scénarios loufoques qui se terminent par des cliffhangers, qu'on peut aussi voir comme un clin d'œil au film à épisodes des années 40. Pour jouer Batman dans cet univers kitsch, Dozier cherche un acteur qui peut jouer Alice au Pays des Merveilles comme si c'était Hamlet. C'est ainsi qu'il découvre Adam West, un acteur capable de jouer ce qu'il y a de plus ridicule tout en restant très sérieux. Et pour apporter un peu d'espoir aux gens durant ces années ravagées par la guerre du Vietnam, la guerre froide, la crise des missiles et la réticence des élites à reconnaître les droits des femmes et des Noirs, on calque Batman sur John F. Kennedy, tout comme on le fait pour le Capitaine Kirk dans Star Trek exactement dans les mêmes années. Mais les flocons de neige de la droite conservatrice n'arrêtent pas leur cancellation systématique aux BD. Ils accusent aussi la télévision d'encourager la violence, sont offensés de voir un homme blanc embrasser une femme noire et croient que l'homosexualité est une maladie. Vous écoutez, on est juste une belle gang de tapettes! Donc pour censurer la violence, Dozier remplit l'écran, comme on l'a dit plus tôt, d'onomatopées qui masquent plus ou moins les coups de poing. Bien que la troisième saison voit Catwoman être interprétée par Eartha Kitt, une actrice et une activiste noire, la tension sexuelle entre elle et Batman disparaît complètement. Et enfin, pour faire taire les rumeurs que Bruce Wayne et Dick Grayson sont homosexuels, Dozier introduit le personnage de Tante Harriet qui vient vivre au manoir Wayne. Parce que tout le monde sait que les homosexuels n'ont pas de tante. Si la série est progressiste d'un côté, elle est indéniablement conservatrice de l'autre. Puisque la télévision interdit de montrer des femmes donner des coups de poing, on les cantonne à des rôles d'assistantes qui courent se mettre à l'abri lorsqu'éclate une bataille. Et ça vaut aussi pour les rares fois où ce sont elles qui mènent la bande. Lorsque Batgirl apparaît dans la saison 3, on contourne le problème en lui permettant de donner des coups de pied. Mais la série prend soudainement une tournure très misogyne lorsque le Bat Trio affronte une féministe et que chercher un équilibre entre les hommes et les femmes est présenté comme un plan diabolique. On y présente les femmes comme des adversaires redoutables sans toutefois avoir le droit de les montrer se battre. Les coupures budgétaires se font sentir de plus en plus dans les décors, dans les pièges, encore plus dans les décors, et finalement dans les adversaires eux-mêmes. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une série produite dans les années 60 rejoigne nos valeurs actuelles. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas une explication suffisante. La vérité, c'est que la série des années 60 est plutôt bicéphale. Un peu comme Two-Face, un personnage qui n'a justement pas le droit d'apparaître dans la série parce que son apparence est jugée trop horrible. Mais la droite inquisitrice reçoit la monnaie de sa pièce quand Dozier fait appel à Lorenzo Semple Jr., un scénariste qui allait plus tard être connu pour ses thrillers politiques anti-establishment. Sous sa plume, même les personnages de King Kong passent d'une équipe de tournage qui cherche un décor exotique pour tourner un film à une avide corporation qui cherche à s'approprier un gisement de pétrole. I drink your
milkshake. Dans la Bible qu'il fournit à Dozier, Semple Jr. insiste pour que Batman ne brise aucune loi. Il n'est qu'un simple citoyen qui masque son identité pour donner un coup de main aux forces de l'ordre, une initiative rendue possible par l'épaisseur de son portefeuille. En tant que Bruce Wayne, il parraine toutes sortes d'œuvres caritatives et siège au sein de plusieurs conseils administratifs, ce qui lui permet non seulement de lutter contre le crime à visage découvert et par des moyens légaux, mais également d'offrir un emploi à ses adversaires quand ils sortent de prison, et ainsi briser le cercle vicieux de l'incarcération punitive. D'un autre côté, c'est aussi ce qui rend sa double identité bien plus difficile à maintenir, puisqu'il est tout aussi actif auprès de sa communauté en tant que Bruce Wayne qu'en tant que Batman. Batman? Yes, Mr. Wayne. Have you heard Mr. Freeze's scurrilous demands? Just briefly. If Robin and I act as go-betweens, are you prepared to make the telecast at midnight and pay the ransom, Mr. Wayne? I have no choice, Batman. Then may I suggest you tape the broadcast from the Commissioner's office an hour earlier, and we will have a dummy package of money. A dummy package of money? That sounds risky. Risk is our business, Mr. Wayne. Of course, Batman, I have the same faith in you that all of Gotham City has. Contrairement au Dark Knight, le Bright Knight est le meilleur modèle qu'on puisse offrir aux jeunes de l'époque. Droit, bon et juste, il s'intéresse à toutes sortes de disciplines et a toujours une leçon à communiquer sur le civisme et l'ouverture aux autres. Sous son mentorat, l'astronomie devient une leçon d'humilité et la musique, un langage pouvant unifier toutes les cultures. Dans cet univers, Batman semble ne jamais avoir fait cavalier seul, et c'est peut-être justement la présence de Robin qui a exercé une influence aussi positive sur lui et qui l'a empêché de développer la personnalité morose qu'on lui connaît habituellement. Dozier avait peut-être aseptisé Batman pour qu'il n'offense pas les flocons de neige conservateurs, mais c'est justement ce qui allait permettre à Lorenzo Semple Jr. de critiquer l'autorité en toute subtilité. C'est vrai, c'est Frank Miller qui allait rendre Batman pertinent à nouveau 20 ans plus tard en le confrontant à des figures d'autorité inadéquates dans The Dark Knight Returns. Mais c'est déjà ce que Lorenzo Semple Jr. fait en 1966. Please give me the Pentagon in Washington. Hello, Batman. Have you recently sold any war surplus submarines, and if so, to whom? We disposed of a war surplus submarine last Friday, a pre-atomic model, to some chap named P.N. Gwynn. Did this P.N. Gwynn leave an address? No, just a post office box number. Would you like it? No, thank you, Admiral. We haven't done anything foolish, have we? Disposing of pre-atomic submarines to persons who don't even leave their full addresses. Good day, Admiral. Gosh. À l'époque, on est en pleine guerre froide. Les dirigeants des deux plus grandes puissances mondiales se comportent en enfants qui cherchent à prouver lequel d'entre eux a le meilleur système économique en comparant la grosseur de leurs missiles respectifs. En 1962, la situation devient assez grave pour qu'on installe une ligne de communication directe entre les États-Unis et l'Union soviétique que les médias occidentaux aiment appeler le téléphone rouge. Ce n'est donc pas étonnant que, dans le film, suivant une logique qui allait être reprise plus tard par Die Hard, plus une figure d'autorité est élevée dans la hiérarchie, plus elle est incompétente. I'm Dwayne Robinson, LAPD. I'm in charge here. Not anymore. Et cette critique touche également les représentants de l'ONU, qui sont incapables de s'entendre. Quand les méchants les déshydratent sous forme de poudre colorée qui sont accidentellement mélangées les unes avec les autres, c'est à Batman et Robin de les séparer avant de les réhydrater. Mais l'opération n'est pas tout à fait réussie. Les langues sont aléatoirement redistribuées à travers les diplomates et l'ironie veut que ce soit l'ambassadeur allemand qui se retrouve à parler hébreu. Shalom, rock shalom, shalom. Mais revenons aux méchants, parce que c'est sans doute à ce niveau-là que le film de 1966, sorti après la première saison de la série télé, mais écrit pour servir d'introduction, a marqué pour toujours l'univers du croisé masqué. Batman possède une galerie d'adversaires qui bat celle de tous les autres super-héros et qui continue de croître au fil des ans. Des adversaires ajoutés dans les années 70 comme Ra's al Ghul, dans les années 90 comme Bane, ou encore plus récemment en 2011 comme The Court of Owls, sont éventuellement devenus eux aussi des adversaires classiques. Mais Batman a maintenant plus de 80 ans, et ses nombreuses adaptations cinématographiques finissent presque toujours par revenir à un noyau impérissable constitué du Joker, de Catwoman, du Pingouin, du Riddler et de Two-Face. Et si on aime, ou devrais-je dire, si on ne fait que connaître 4 de ces personnages-là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été choisis pour affronter Batman dans le film et la série des années 60. Avant d'apparaître sous les traits de Burgess Meredith, le Pingouin venait à peine de pointer le bout de son nez dans les BD après une absence de 7 ans. Le dernier méfait de Catwoman avant son interprétation par Julie Newmar et Eartha Kitt dans la série et Lee Meriwether dans le film remontait à 12 ans et le Riddler avait disparu des BD depuis 17 ans. 17! Il est interprété par Frank Gorshin, qui détestait son costume juste au corps et qui a insisté pour l'échanger contre le veston et le chapeau melon qu'il porte généralement aujourd'hui. Merci, Frank. Le Riddler est le premier adversaire à apparaître dans la série et probablement le plus dangereux. C'est lui qui conçoit les plans les plus ingénieux et que les autres suivent à la lettre. Mais il y a un risque. Le Riddler ne peut s'empêcher de laisser des indices sous forme d'énigmes. Pas parce que ça l'amuse ou pour prouver sa supériorité intellectuelle, mais parce que c'est une réelle pathologie qu'il est incapable de contrôler, à la grande frustration de ses partenaires criminels. Dans cette version,
ce n'est pas vraiment le Joker qui est le pire ennemi de Batman, mais ça n'empêche pas Frank Sinatra de convoiter le rôle qui va finalement à Cesar Romero. Désolé, Frank. Qu'en est-il de Two-Face? Eh bien, le personnage ne montre ni l'une ni l'autre de ses deux faces dans les BD pendant 14 ans, mais la nouvelle popularité qu'apporte la série des années 60 à Batman permet aux éditeurs de le ramener. En 2016, Adam West, Burt Ward et Julie Newmar ont repris leurs rôles respectifs de Batman, Robin et Catwoman dans The Return of the Caped Crusader. Le succès du film a encouragé la production d'une suite, Batman vs Two-Face, qui introduit enfin Two-Face à l'univers kitsch du Bright Knight. You already know, District Attorney. Harvey Dent. A pleasure to share a room with Gotham's greatest defender of justice. Pour prêter sa voix et même ses traits au personnage, on a choisi un acteur qui était actif dans les années 60 et qui, si les astres s'étaient alignés, aurait très bien pu jouer le rôle à l'époque. William Shatner. Sorti en 2017, ce film constitue la dernière fois qu'Adam West a interprété le Croisé masqué avant sa mort. Pour beaucoup de gens, le Bright Knight s'oppose directement à tout ce que Batman est supposé représenter et il aura fallu attendre 20 ans pour que Frank Miller fasse revivre le Dark Knight. Mais Batman était déjà redevenu sombre dans les années 70 sous la plume de Dennis O'Neil et de Neil Adams. Et, loin d'avoir empêché Batman de devenir le personnage qu'on connaît aujourd'hui, le Bright Knight est justement celui qui l'a sauvé de l'oubli et de la cancellation systématique de la droite conservatrice. De plus, savoir que même quand on est fatigué de se faire raconter des histoires sombres et pessimistes, on peut encore compter sur Batman, ne le rend à mon avis qu'encore plus fort. It's all right, Robin. Holy heart failure! Et vous, que pensez-vous du film de 1966? Est-ce qu'on ferait mieux de l'oublier ou est-ce qu'il mérite encore sa place dans la filmographie de Batman? Si vous avez appris des nouvelles choses dans l'épisode d'aujourd'hui, attendez de voir ce que le prochain vous réserve. Pour être sûr de ne pas le manquer, abonnez-vous à la chaîne et faites comme Batman. Appuyez sur le petit pouce en l'air.